Bonjour et bienvenue à ce troisième webinaire de la Résilience. Je suis Marc-André Demers, animateur de la Résilience, ce projet du ROBVQ qui vise à créer une communauté de pratique en adaptation au changement climatique. Je vous remercie, je remercie en particulier le monde des OBV qui se connectent en grand nombre aujourd'hui, surtout que c'est des OBV qui ne font pas encore partie du projet Résilience, donc on souhaite le mieux. J'invite tout le monde à s'assurer que leur microphone est éteint pour assurer une meilleure qualité, un meilleur environnement Adobe Connect pour ce webinaire. Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir John Husk, un des administrateurs, donc premier vice-président du ROBVQ, pour nous parler un peu plus du point de vue des municipalités et de l'adaptation au changement climatique. J'imagine que l'OBV de la Côte-du-Sud, je vois déjà qu'on écrit quelque chose. Parlez plus fort toujours ou augmentez votre son à la maison. Donc, je vais vous introduire John Husk de la manière suivante, c'est-à-dire que John Husk détient un baccalauréat en études politiques appliquées avec cheminement en politique publique de l'Université de Sherbrooke. Il est très engagé dans le domaine de l'environnement avec une approche favorisant la concertation et l'intégration. M. Husk s'intéresse notamment à la lutte au changement climatique et la conservation des milieux naturels. Conseiller municipal à Drummondville depuis 2009, il œuvre notamment à faire avancer les dossiers de la gestion de l'eau et siège également au conseil d'administration du conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François depuis 2014. Donc, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que John qu'on accueille John dans ce webinaire pour venir nous parler de municipalité et d'adaptation au changement climatique. Donc, John, je t'invite à prendre la parole. Bon webinaire à tous. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que j'imagine qu'on m'entend bien? Je vais essayer de parler assez fort. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe du ROBVQ et de la Résilience, Marc-André en particulier. J'apprécie beaucoup l'invitation. Je suis très content d'être là. Donc, je vais procéder assez rondement. Donc, j'invite les gens qui ont des questions, peut-être, si possible, à les garder pour la fin ou peut-être à les écrire dans la petite boîte de conversation, mais je vais les garder les réponses pour la fin parce que c'est quand même pas mal de contenu. Donc, on va commencer de ce pas. Alors, municipalité et adaptation au changement climatique. Alors, le plan de présentation, c'est assez simple, introduction rapide. On va parcourir les enjeux politiques, les enjeux administratifs. Après ça, je vais toucher la question du développement d'un sens politique et conclusion. Introduction. Alors, qui suis-je? Un petit historique, Marc-André a fait un intro, mais pour le bénéfice de tout le monde, jadis, j'étais mécanicien automobile. Je me suis complètement recyclé en 2006 quand j'ai eu l'électrochoc du documentaire de Al Gore sur les changements climatiques, même année qu'on a eu notre fille. Et depuis ce temps-là, je me consacre pas mal le plus clair de mon temps à la question des changements climatiques. Ce qui m'a mené à devenir conseiller municipal en 2009. J'ai fait un bac depuis ce temps-là et je suis impliqué, comme Marc-André disait, là, au niveau des différentes ONG régionaux et au ROBVQ. Alors, ma vision, c'est pas très compliqué, c'est que la lutte au changement climatique doit devenir centrale dans nos vies. Je pense que pour moi, on est rendu à la notion d'un effort de guerre. C'est peut-être un peu fort comme symbolique, mais ni plus ni moins avec ce qu'on a vu du GIEC récemment, ça nous rappelle l'importance de systématiser la lutte au changement climatique dans toutes les sphères de nos vies. Donc, les enjeux politiques de l'adaptation au changement climatique dans le monde municipal. Alors, brève introduction de la politique municipale. C'est important de comprendre parce qu'on va faire un lien avec les enjeux qu'on va voir plus tard. La politique municipale, c'est le niveau terrain de la politique, c'est-à-dire qu'on n'est pas au niveau fédéral et au niveau provincial où ce que les élus sont sont en lien avec les besoins de la population, mais au niveau municipal, on croise comme élus, on croise les citoyens à chaque jour à l'épicerie, dans le parc, sur le trottoir. Fait qu'on est très proche et on se fait interpeller très souvent par les gens, leurs besoins de tous les jours. Donc, il y a un fort sentiment d'imputabilité des élus qui en découle. Et aussi, je veux juste rappeler le point qu'un conseil municipal, on peut ne pas tout le temps être satisfait des élus qu'on a sur un conseil, n'en demeure pas moins que de façon globale. Oups, je pense que
Ça me lâché. Marc-André, je ne sais pas si tu donnes un petit coup de main. Oui, ce sera pas long, John, je vais rétablir la situation, mais les diapositives n'avançaient pas là, pour les participants, donc je vais voir corriger la situation. Donc, ça ne devrait pas trop tarder. Pas de problème. C'est les joies des technologies. Alors, je peux peut-être continuer pendant ce temps-là, pendant que tu fais ça, Marc-André. Je disais que peut-être que les gens ne le voyaient pas sur le PowerPoint. Je disais que dans le monde municipal, il y a une grande proximité des élus avec les citoyens qui causent une cause à effet. Il va y avoir un comportement. La proximité des élus va faire en sorte que les gens sont très près des opinions des gens et ça peut souvent influencer la façon que les personnes, que les élus se comportent et les décisions qu'on prend. Je vois que c'est revenu. 2 secondes. OK, on est là. Alors, j'imagine que tout le monde voit, Marc-André, tout le monde doit le voir, le PowerPoint. Oui, OK, bon, c'est bon. Alors, on continue. Alors, le conseil municipal, c'est... OK, merci Marc-André. Donc, c'est le reflet d'une population quand on est élu. Donc, il faut comprendre que c'est des gens qui sont là. On ne peut pas nécessairement toujours être satisfait de leur prise en compte de l'environnement. N'en demeure pas moins que c'est des gens qui sont choisis par la population. C'est aussi un domaine de politique où les ressources sont limitées. Jusqu'à nouvel ordre, s'il y a une révision de la fiscalité municipale, jusqu'à date, 80% des revenus d'une municipalité, c'est la taxation foncière. Et il y a beaucoup d'enjeux à prendre en considération. Alors, l'introduction, l'adaptation au changement climatique est bel et bien politique selon moi. C'est-à-dire que la mission des municipalités, c'est d'assurer la prospérité, la collectivité et la qualité de vie des gens. Donc, quand on voit les vagues de chaleur, inondations, refoulement d'égouts, etc., c'est des risques de sécurité civile, des effets socio-économiques et un impact général sur le bien-être. Donc, l'impact des changements climatiques affectent la capacité des villes à assurer cette prospérité et qualité de vie. Par conséquent, la réponse à ça devient politique. Premier enjeu, en ce sens, la gouvernance environnementale. C'est un enjeu qui est plus large, mais pour moi, c'est la base quand une municipalité veut s'investir dans la lutte au changement climatique. On doit partir d'une gouvernance environnementale. L'objectif ici étant l'institutionnalisation, c'est-à-dire que ça doit devenir permanent dans une organisation municipale qu'il faut aller vers le développement durable, qui va nous mener à la lutte au changement climatique. Donc, pour faire ça, il faut, selon moi, là je parle d'un cas idéal, ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas ça, que les municipalités ne sont pas capables de s'attaquer au changement climatique, mais je donne une fondation qui, selon moi, est nécessaire. Donc, responsabiliser la mairie, la direction générale sur le développement durable, avoir une politique cadre pour toute l'organisation, un comité permanent qui assure le suivi du développement durable et ensuite de ça peut découler autres politiques cohérentes. Donc, ce que ça fait en termes de diagramme, on a ici une organisation, la tête d'une organisation municipale typique. Alors, on commence au niveau politique pour l'investissement en développement durable. Après ça, on embarque avec la direction générale. Donc, ça part du haut, je pense, une décision pour aller en ce sens. Après ça, on finit par faire embarquer toutes les différentes directions générales desquelles découlent plein de services individuels. Ce qui fait en sorte que, le cadre général, c'est le contour. Les responsables du développement durable, selon moi, à la base, pour le suivi, doivent être la mairie et la direction générale. Deuxième enjeu, concertation et communication. Concertation, c'est-à-dire qu'une municipalité, une organisation municipale ne peut pas agir seule en termes d'adaptation au changement climatique. Pour favoriser l'efficience de ces interventions-là, l'adaptation doit s'intégrer aux autres enjeux locaux, c'est-à-dire qu'il faut absolument que l'organisation se concerte avec ses différents partenaires sur le territoire, que ce soit les CRE, les OBV, les clubs agro-environnementaux, l'UPA dans le niveau agricole, le milieu forestier, etc., chambre de commerce, tout ce qu'on veut pour décupler l'action. Et c'est comme ça qu'on assure la complémentarité des interventions. Le leadership de la ville est nécessaire là-dedans parce que
le leadership, parce que j'ai vu quelques exemples, que ce soit positif ou négatif, on espère que ce soit positif. Quand un conseil municipal ou un maire décide qu'il s'en va dans un sens, ben, ça crée nécessairement un momentum. Et aussi à tenir en considération, il faut absolument que la ville, l'organisation municipale donne l'exemple dans sa collectivité, c'est-à-dire que si on demande, comme on va voir plus tard, si une ville demande à ses citoyens de débrancher ses gouttières, mais qu'elle ne fait pas sur sa propre propriété, ça ne marche pas. Par le fait même, la concertation améliore la solidarité sociale dans un milieu. Donc, je donne ici un exemple de la rivière Saint-Germain, qui est dans le bassin versant de la Saint-François, chez nous. Le Saint-François, c'est un territoire de 10 000 km². Et là, 2 ans, et la Saint-Germain, dans ce territoire-là de la Saint-François, c'était, en bon français, c'est encore le bassin le plus scrap dans tout le bassin de la Saint-François. Ce qui fait en sorte que ça, c'est une situation qui perdure. On a encore sorti les archives récemment. Là, on retourne facilement 100 ans en arrière, où ce que les gens s'obstinaient chez nous, on le voit dans dans les médias, que les gens, le conseil municipal se questionnait est-ce qu'on devrait draguer la rivière, est-ce qu'on ne devrait pas le faire, etc. Il y avait déjà des problèmes d'inondation il y a 100 ans. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai mené une démarche qu'on a concerté tous les intervenants sur le territoire. Il y a 5 autres municipalités que Drummondville le concerné. On a signé une charte symbolique qui engage tout le monde à coopérer. Comme ça, on a créé la fondation sur laquelle maintenant on s'appuie pour faire des partenariats et intervenir. Donc, concertation, communication, maintenant, je dirais que la majorité des citoyens et des élus sur un territoire donné, leur préoccupation première, c'est la qualité de vie générale. Je sais que c'est très flou comme terme, mais la qualité de vie étant pouvoir se déplacer, pas souffrir trop de chaleur, pouvoir aller à l'école, la vie en général, être bien là-dedans. La préoccupation numéro 1 des gens, malheureusement, c'est pas l'adaptation au changement climatique. Donc, il faut, selon moi, lier l'adaptation et la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut présenter la lutte au changement climatique comme un facteur qui améliore la santé des gens, le contrôle des dépenses, la valeur immobilière, etc. Dans la vie, dans la politique, on s'adresse à des besoins dans une collectivité. Puis il y a tellement de besoins qui font compétition, entre guillemets. Moi, la façon que je le vois, c'est qu'il ne faut pas pousser un nouveau besoin, entre guillemets. Il faut répondre aux besoins existants via des moyens d'adaptation. Je ne sais pas si c'est assez clair, on pourra échanger là-dessus plus tard aux besoins. Mais évidemment, il faut maintenir la sensibilisation à la lutte au changement climatique. Donc, il ne faut pas rendre ça obscur et caché, mais il faut le vendre de façon à améliorer des besoins de la vie de tous les jours des gens. J'ai sorti un article récemment qui est sorti sur Radio-Canada, les changements climatiques, le syndrome de l'autruche. Ça m'a marqué un peu parce qu'on fait référence à un auteur qui est George Marshall, qui lui a écrit sur la lutte, sur l'aspect psychologique de la lutte au changement climatique. Puis lui, il dit que le discours public doit donc mettre l'emphase sur les problèmes concrets, les avantages que cela procure au quotidien. Il faut parler beaucoup plus des bénéfices. Il ne faut pas cacher le fait qu'il faut faire la lutte au changement climatique. Comme je disais tantôt, je pense que comme société, on est rendu à faire un effort de guerre, mais la population en général et les élus ne sont pas nécessairement rendus là. Fait qu'il faut présenter, il ne faut pas cacher l'adaptation, mais il faut le présenter comme un moyen pour améliorer d'autres problèmes déjà existants. Ressources financières maintenant. Donc, l'adaptation au changement climatique coûte beaucoup, beaucoup d'argent. On a commencé à voir les chiffres chez nous sur l'impact sur la chaussée, dans le réseau routier. C'est énormément d'argent qu'on doit s'apprêter à investir et à avoir. Et les villes ont habituellement, en tout cas on vous le souhaite, un cadre financier, c'est-à-dire qu'ils ont des cibles d'investissement qui sont à chaque année couplées des cibles d'investissement et d'immobilisation, couplées au budget d'opération, qui font en sorte qu'ils arrivent à un niveau de dépense X, un niveau de taxation qui est déjà ciblé. Donc, si on rajoute beaucoup d'investissements à faire là-dedans, ça devient une décision politique. Essentiellement, ça veut dire taxer plus. Si on ne peut pas taxer plus, on coupe.
si oui, on coupe dans quoi? Les loisirs, les arts et culture et tout ça, je pense pas que c'est quelque chose qui est acceptable pour une grande part de la population. Donc, c'est des choses à prendre en considération quand vous voulez présenter les éléments de lutte au changement climatique, en adaptation surtout aux municipalités. Il faut absolument travailler les choses en concertation, en gestion intégrée et profiter de tous les programmes qui passent parce que l'argent, comme vous savez tous, il n'en pleut pas et c'est perçu un peu l'adaptation comme un nouveau besoin. On avait déjà une montagne de choses à traiter. Là, si on arrive avec un nouveau besoin à traiter, oui, les gens sont d'accord, mais si on peut arriver avec des moyens financiers pour pallier ça, ça va être beaucoup plus vendeur. Alors, acceptabilité sociale maintenant, je dirais que l'acceptabilité sociale, c'est pas pire au niveau de l'adaptation parce que au niveau de la réduction des gaz à effet de serre, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai épine dans le pied pour tous ceux qui font ces actions en ce sens-là parce que ça vient bousculer les habitudes des gens, entre autres au niveau de la mobilité. Mais l'adaptation, c'est moins pire au niveau de l'acceptabilité sociale, mais l'adaptation entraîne quand même un changement, et tout ce qui entraîne un changement provoque une résistance, peu importe sa nature. C'est pas juste parce que c'est de l'environnement, c'est parce que le changement, les gens, de façon générale, aiment pas ça. Donc, lorsque les citoyens sont directement concernés, il faut faire de la communication, de la sensibilisation et, si possible, faire une gradation des actions. Malgré tout, des conflits seront inévitables. Je vous donne maintenant l'exemple d'un règlement qu'on a passé à la ville de Drummondville en 2016, un règlement qui contrôle les rejets aux égouts de la ville. C'est pas juste la question des gouttières, mais c'est l'élément central sur lequel je veux attirer votre attention de ce règlement-là, parce qu'on a dit à partir de 2016, tout le monde doit débrancher leur gouttière de leur maison. C'est un classique en adaptation au changement climatique, mais c'est quand même pas évident. Ça a commencé en 2016. On a mis en place une patrouille bleue qui fait depuis ce temps-là systématiquement le tour des propriétés. En 2018, cette année, on a des endroits qu'on est rendu, des résidences, que ça fait deux, parce qu'on est mis au début quand on parlait de gradation, on a commencé à faire des constats, des avis sans émettre des constats d'infraction. Maintenant, ça fait certains endroits, ça fait 2 fois qu'on met des constats, des avis. Là, on est rendu comme l'extrait indique ici, là, on s'en va vers l'application de constats d'infraction parce qu'entre autres, au niveau des nouvelles constructions, depuis 2016, depuis que le règlement est en place, il y a encore 2/3 des nouvelles qui ne se conforment pas. Donc, on a un problème significatif. La population ne répond pas par la carotte. Il va falloir sortir une certaine forme de bâton prochainement. Alors, je vous amène sur le terrain glissant de Facebook. J'ai reçu des extraits que l'acceptabilité sociale, je ne suis pas en train de dire que Facebook, c'est un échantillon représentatif de la population. Ce que je veux indiquer ici, faire valoir, c'est que Facebook, oui, les élus municipaux, ils vous diront peut-être pas, mais ils regardent les commentaires sur Facebook qui s'écrivent. Et donc, ça, c'est les commentaires publiés sous la nouvelle que la ville, ici, va commencer à appliquer de façon plus sévère le règlement pour le débranchement de gouttières. Donc, on voit des commentaires très éloquents et enrichissants de gens qui émettent leur opinion. Il y en a plusieurs comme ça. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération qui peut avoir un impact sur la volonté des élus. C'est pas nécessairement tout négatif. Il y a quand même, j'ai fait un recensement là dans les dernières, parce que moi je regarde plus Facebook tant que ça, honnêtement. Mais je te vais faire un inventaire. Il y a quand même pas mal de gens aussi, de plus en plus, qui font des commentaires positifs. Fait que c'est pas tout du négatif, mais ça prend en considération. Je vais vous présenter brièvement là, une clé que je pense que j'ai vue de mon expérience pour l'adaptation au changement climatique. Tout le monde aime les arbres. Tout le monde, aussitôt qu'il y a un arbre, une branche qui est coupée ou quelque chose, ça devient un gros enjeu. Je veux juste vous faire part que si vous êtes capable de présenter dans vos projets l'augmentation de la verdure, l'augmentation du couvert forestier, c'est toujours gagnant au plan politique. Et évidemment, vous connaissez mieux que moi les différents avantages d'un couvert forestier. Enjeu administratif maintenant. Donc, la fonction publique a un rôle névralgique et structurant pour l'adaptation au changement climatique. C'est pas parce qu'ils ne sont pas tous
au même niveau, mais j'ai un grand respect pour les fonctionnaires, pareil comme n'importe qui, mais ce que je veux dire, c'est que les fonctionnaires ont beaucoup à prendre en considération et beaucoup de travail à faire et c'est pas toujours facile. Donc, mais ils ont un rôle très structurant, une grande influence auprès des élus. On va voir plus tard comment c'est possible de travailler avec eux. Et sont très importants pour la concrétisation de la volonté politique. Je pense que le changement est possible dans la fonction publique, mais ça se fait de façon graduelle. La gestion intégrée, maintenant. Le travail d'équipe, c'est-à-dire que le travail en silo, le fait que dans une même organisation municipale, il y a différents services municipaux. Et quand on travaille en silo, ça veut dire que tout le monde travaille dans son silo, mais il ne travaille pas en interaction entre eux. Ça, c'est un fléau important parce que l'adaptation au changement climatique, c'est pas juste la question de l'ingénierie, c'est pas juste la question des travaux publics, c'est pas juste la question de l'environnement, c'est tout le monde ensemble qui doit travailler ça. Donc, c'est important qu'ils fassent ça ainsi et que vous le sachiez que ça doit se faire comme ça. Donc, l'efficience de l'adaptation au changement climatique est grandement accrue entre les services municipaux. Je sais, je l'ai vu aller sur différents cas. Le simple fait que les gens se parlent et avant de pondre un plan d'action au conseil municipal, ils ont travaillé ça ensemble et ils attachent les choses, ils prennent des engagements. Il faut qu'ils fassent ça avant et ensemble, que les plans soient rendus publics parce qu'après ça, c'est rendu trop tard et les gens ne se sentiront pas responsabilisés à ce sujet. Donc, une concertation à l'interne de la ville est aussi importante que la consultation publique que la ville peut faire à l'externe auprès du public. Comme je disais précédemment, pour éviter le tablettage de politique, c'est très important que tous les services municipaux qui sont moindrement touchés par l'adaptation au changement climatique puissent s'approprier la démarche et se responsabiliser. Je donne ici l'exemple que j'ai vu de la ville de Trois-Rivières. Je ne sais pas si des gens de l'OBV dans la Mauricie récemment, mais j'ai une adresse peut-être qu'on pourra donner, peut-être corriger, il n'est pas bien sorti. Là. Mais si vous cherchez sur Internet le grand projet de la rue Saint-Maurice, je n'ai pas nécessairement participé à ça, évidemment, c'est pas chez nous, mais j'ai vu aller ce projet-là dans la ville de Trois-Rivières qui a fait un peu un cas une démarche scientifique pour travailler réfection d'une rue pour réduire les îlots de chaleur, augmenter la présence de végétaux, embellir le paysage, améliorer la sécurité du quartier pour les piétons et les automobilistes et réapprovisionnement de la nappe phréatique. Donc, vous voyez que c'est pas juste une question de saine gestion d'eau pluviale, c'est une question de sécurité publique, de végétation et tout ça qui a fait en sorte que, entre autres, là, la ville a gagné un prix de l'Association des ingénieurs municipaux du Québec. Donc, ça, c'est un projet qui devient une vitrine, je crois, si je ne me trompe pas, qui était à surveiller, mais ce que j'appréciais beaucoup, c'est la notion de concertation qui est là-dedans et le fait qu'ils vont donner un exemple aux autres municipalités. Bon, ça, c'est des photos que j'ai tirées de leur site web. La planification globale, maintenant, on est toujours dans la gestion intégrée. La planification globale, c'est-à-dire que, ça aussi, j'en ai témoigné souvent, c'est que le sentiment d'urgence, on l'a tous, là, le sentiment d'urgence, c'est lutte au changement climatique, pardon, avec le rapport du GIEC qu'il y a récemment, avec tout ce qu'on lit, avec l'été qu'on vient de vivre, on est tous pris avec ce sentiment-là, mais qu'on dirait qu'on est pris les deux pieds dans le béton et souvent, ça va amener des élus à proposer des projets ponctuels d'adaptation au changement climatique, mais c'est correct des projets ponctuels, mais pour s'attaquer structurellement, systématiquement au problème, il faut avoir une vision forte, globale, avec des actions cohérentes et complémentaires. C'est-à-dire qu'on peut bien faire des branchements des gouttières, on peut bien faire une politique de toit blanc pour les bâtiments sur notre territoire, mais tant qu'on n'a pas une vision d'ensemble qui détermine où est-ce qu'on s'en va, ça ne sera pas aussi efficace. Donc, il faut privilégier l'élaboration de plans globaux lorsque possible. Il ne faut pas renier les actions ponctuelles, mais ça prend plus de temps pour faire des actions globales, les planifier, mais c'est plus payant, en guillemets. Comment l'adaptation se construit à l'échelle locale? Je vous présente brièvement, parce que mon domaine, c'est la politique, la science politique et les politiques publiques, le cycle des politiques publiques. C'est-à-dire que
dans n'importe quel dossier que vous avez, dans n'importe quelle institution publique, la façon qu'un dossier vient qu'à être traité chemine généralement par 5 différentes étapes. C'est-à-dire qu'au début, le projet, le besoin va arriver et quand il va être reconnu par le niveau politique, il va être mis à l'agenda. Après ça, des solutions vont être trouvées, la décision va se prendre, il va y avoir mise en œuvre et après ça, rétroaction. On est capable de déceler ce cycle-là à peu près dans n'importe quelle décision de politique publique qui est moindrement un peu structurée. Donc, mon point que je veux vous faire valoir ici, c'est que vous devez intervenir auprès de votre municipalité, idéalement, ou travailler, si vous êtes dans une municipalité, travailler selon ce cycle-là. Vous n'interviendrez pas dans votre dossier d'adaptation au changement climatique si la municipalité est encore en train de décider à l'étape 1, ben on le fait-tu ou on ne le fait pas, le plan d'adaptation. Tandis que s'il est rendu à la mise en œuvre, vous n'aurez pas le même rôle à jouer là-dedans. Donc, c'est à considérer. Communication et sensibilisation dans la fonction publique. Ça suit de près la gestion intégrée. La fonction publique a autant besoin d'être sensibilisée à l'adaptation au changement climatique que le public. C'est pas que souvent, comme je disais tantôt, ils ont beaucoup de travail à faire. C'est pas qu'ils veulent pas traiter ça. Souvent, ils ont déjà d'autres choses. Et donc, de travailler avec eux pour les sensibiliser, c'est jamais perdu. Et tout le monde doit contribuer dans une organisation municipale du DG jusqu'au col bleu. Parce que en haut, on fait la planification globale, mais en bas de l'organisation, en bas, tout le monde est aussi important que tout le monde. Là, mais je veux dire, ceux qui font l'entretien, les cols bleus, s'ils ne font pas l'entretien adéquatement des différents équipements, des ouvrages de gestion d'eau pluviale, on ne sera pas plus avancé. Donc, on a besoin d'un leadership fort. Souvent, tous les services doivent travailler en façon concertée, mais il va en avoir un qui souvent en adaptation, ça va être service d'ingénierie ou service de l'environnement. Si vous en avez un, souvent les plus petites municipalités, c'est directement la direction générale. Mais ça prend un leadership fort au niveau administratif et politique aussi. C'est un apprentissage parce que je vous donne cet exemple qui est de chez nous, à Drummondville, dans mon district que je représente par ailleurs. Ça, c'est une rue. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, là, en dessous ici, là, ce n'est pas un lac qui a débordé, ce n'est pas un cours d'eau. Il y a une rue ici qui finit en cul-de-sac où il y a la barrière à gauche et c'est un parc. Et il y avait, depuis 10 ans, moi je suis à la ville depuis 2009, et le citoyen qui demeure ici, dont les voitures sont dans l'eau, là, le citoyen qui demeure là depuis 40 ans. C'est la maison de sa jeunesse, il l'a acheté, puis il est là depuis les années 70. Et lui, ce qu'il dit, c'est juste depuis 2008-2009, parce que puis le bassin versant de l'égout pluvial qui est en dessous ici, parce que l'égout pluvial arrivait là, ça faisait une espèce de cul-de-sac qui allait dans un cours d'eau. Et ça fait juste 10 ans qu'il y a ces problèmes-là de refoulement d'eau pluviale. Et ça faisait en sorte que, puis le bassin de ce quartier-là, c'est un quartier qui est assez âgé, il n'a pas évolué, il n'y a pas eu plus d'imperméabilisation ou autre chose. Ce qui a fait en sorte qu'en 2006, en 2014, c'est-à-dire, j'ai traité le dossier avec un ingénieur parce qu'il y avait des pluies comme ça qui causaient des inondations comme ça, puis un pied d'eau dans la résidence, puis de scraper en bon français des voitures. Ça, la voiture qui a des lumières allumées, là, ça c'est la voiture de location parce que la semaine d'avant, il y a eu 2 pluies centenaires, de récurrence centenaire en une semaine cette année-là. Et ça, c'est la voiture de location parce que l'original avait aussi été trop endommagé par le refoulement d'eau pluviale précédent. Donc, j'ai traité le dossier avec ça vous donne une idée de l'ampleur de la situation. Et ça fait juste depuis 10 ans, là, et les citoyens l'ont remarqué, il n'y avait pas ce problème-là avant. C'est clair qu'on a un impact récent des changements climatiques. L'ingénieur avec qui j'ai traité le dossier à la ville, il m'a dit, tu sais, John, j'ai regardé ce dossier-là de fond en comble, de A à Z, il a tout étudié, ingénieur civil, puis il dit, avant ce dossier-là, je ne croyais pas au changement climatique. Il me dit ça textuellement de même, mais aujourd'hui, j'y crois. Fait que ça prend de la sensibilisation. C'est pas parce que on vit ce qu'on vit aujourd'hui que tout le monde est nécessairement déjà sensibilisé. L'importance des données dans la communication et sensibilisation. On ne peut pas contrôler ce qu'on ne mesure pas. Ça, c'est un mantra que j'ai parce que j'ai vu au fil du temps
que le fait d'avoir un portrait avec des données qui est capable d'éclairer une situation, c'est un facteur important d'acceptabilité sociale. C'est un point de vente, en quelque sorte, un facteur d'acceptabilité politique, parce que quand les élus ont devant eux un portrait objectif, bien documenté, ils n'ont presque pas le choix de prendre ça en priorité, et aussi technique pour l'administratif. Je donnais l'exemple précédent de la gestion d'eau pluviale chez nous. À un moment donné, quand on avait toutes les données, on n'a plus le choix. Là, il faut agir. J'ai sorti une citation qui me fait un peu, que je trouve drôle un peu de Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York. Il disait « In God we trust, everyone else bring data ». Je ne suis pas croyant, mais je trouvais ça intéressant comme citation. Alors, l'importance des données toujours, la réduction des refoulements d'égouts. C'est encore dans la ville chez nous, encore dans mon district que je vais vous présenter. Je suis très chanceux. Depuis 2010, au service du greffe, on a commencé à comptabiliser les réclamations des citoyens pour des refoulements d'égouts. Et donc, dans le quartier A, il y en a 114, B, etc. Et ce que je veux signaler ici, c'est que la personne au conseil municipal qui vient interpeller le conseil municipal, c'est une personne qui demeure dans le secteur D, qui est un des IP. Souvent, là, il m'écrit au mois, il interpelle la fonction publique quasiment à chaque semaine pendant un bout. Il vient aux séances du conseil, il met beaucoup de pression sur le conseil, mais nous, on a les données qui nous démontrent qu'on doit intervenir d'abord dans le secteur A et B parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'entendra pas au secteur D, mais il faut être capable d'avoir ces données-là pour pouvoir répondre aux gens de façon objective et s'attaquer aux problèmes. Ça souligne aussi qu'il va y avoir une pression, une tension sociale croissante par le fait que les gens qui sont affectés dans certains secteurs ne pourront pas, il va falloir qu'on choisisse nos batailles, on ne pourra pas investir des millions partout d'un coup. Gestion de projet, là je tombe dans l'administratif, c'est pas mon rôle à la ville, mais je les ai vus appeler depuis assez longtemps que j'ai identifié humblement que, selon moi, la lutte au changement climatique, ça provoque une complexification très importante des enjeux qui entraîne des changements non négligeables dans la gestion de projet des fonctionnaires. Il faut faire de la concertation, il faut faire... Ça allonge les délais, les budgets sont plus élevés, ça change beaucoup la gestion de projet. Je donne juste l'exemple de la réfection des infrastructures. Faut faire, quand on veut faire, on a un problème d'eau pluviale dans une rue, pardon, excusez-moi, est-ce qu'on fait juste la chaussée? Est-ce que tant qu'à y être, est-ce qu'on a besoin de faire l'aqueduc, le pluvial, le sanitaire? Faut qu'on réduise les îlots de chaleur, qu'on réduise l'imperméabilisation de la surface. Faut faire de la mobilité durable aussi. Fait que tant qu'à faire ça, est-ce que c'est un endroit qu'on mette des pistes cyclables ou changer les trottoirs, l'accessibilité universelle? Donc, ça complexifie beaucoup les choses. Et ça, il faut prendre ça en considération. Je pense qu'il faut être un peu compréhensif envers la fonction publique. C'est un changement qui ne s'opère pas du jour au lendemain dans une organisation. Maintenant, le développement d'un sens politique, c'est un peu applicable, c'est pas juste pour l'adaptation au changement climatique, mais, pardon, je veux vous présenter ça parce que je pense que c'est un outil que les gens doivent avoir dans leur coffre pour bien travailler ensemble. Donc, un sens politique, j'ai inventé une définition, citez-moi pas là-dessus, mais c'est la capacité à faire preuve de stratégie en déployant de façon éthique des moyens légitimes pour influencer positivement le cours des choses pour atteindre ses objectifs. Ce n'est pas du machiavélisme. C'est une façon, c'est de l'interaction entre les gens qu'on est capable de faire avancer ces dossiers dans l'intérêt public. Donc, ce n'est pas la manipulation de l'égoïsme, une perte de temps, ni une science exacte. Il s'agit d'influencer d'exercer une influence positive qui fait preuve d'empathie et d'intelligence émotionnelle. Nécessaire, si on veut progresser, c'est une attitude qui se développe à l'usage aussi. Donc, voilà. Alors, moi, je compare ça un peu à l'interaction des gens ensemble, la graisse, si on veut, dans la machine. J'aime pas ça qualifier une organisation municipale d'une machine, c'est pas ça, mais les relations interpersonnelles entre les gens sont aussi importantes, sinon plus, que les enjeux qu'on veut traiter. Ça ne s'applique pas juste à l'adaptation au changement climatique, c'est le fait qu'on travaille entre humains et on développe des relations interpersonnelles. Donc, c'est très important de pouvoir travailler en ce sens-là.
Pourquoi avoir un sens politique? Mais l'importance des besoins. Toute organisation est politique, une structure sociale. Toutes les organisations ont un besoin. Vous êtes à l'OBV X, vous avez une mission et vous avez des besoins qui en découlent qui vont motiver votre personnel ainsi que le conseil d'administration. C'est la même affaire à la municipalité. Elle a une mission, elle a un but qu'elle doit remplir. Donc, tout le monde, c'est normal. Tout le monde fonctionne comme ça. C'est ainsi que les choses vont. Donc, la clé, c'est de comprendre les besoins. Quand on veut travailler avec d'autres gens dans une autre organisation, il faut comprendre leurs besoins à eux et tenter d'y répondre, du moins en partie, ses propres objectifs. C'est comme ça qu'on travaille, je pense. C'est pas simple, c'est loin d'être simple, mais quand on est capable, on prend le temps de comprendre les besoins des gens avec qui on veut travailler, on est capable de faire des gains où ce qu'on se rejoint. On n'a peut-être pas les mêmes objectifs, mais les moyens pour y arriver sont semblables. Donc, pourquoi? Mais je disais que là, c'est un organigramme plus tantôt. Là, au début, on avait la haute direction d'une municipalité X. J'ai rajouté les différents services municipaux. Les besoins collectifs sont en compétition, en guillemets. C'est pas vraiment, c'est pas dans une ville X que les agricultures sont en compétition avec l'ingénierie. C'est pas ça pour vrai, mais c'est-à-dire que les ressources sont limitées, les ressources financières et humaines. Et donc, il y a un certain équilibre qui doit se faire. Et c'est pour ça qu'il faut savoir naviguer là-dedans. Comment? Ben, je vous propose une démarche très simple là, que j'ai pondue et que je pense qui est un peu ma façon de procéder, de travailler avec les gens, en collaboration, tout le monde. Donc, 3 étapes. Déterminer ses propres besoins, s'informer auprès des gens avec qui on veut travailler. Et après ça, quand j'ai influencé, là, je ne veux vraiment pas que vous reteniez une notion quelconque de machiavélisme. C'est vraiment un travail de collaboration. On va les ventiler. Première étape, déterminer ses propres besoins. Ici, on fait référence beaucoup à une planification stratégique ou un plan d'action global pour votre organisation. Pour bien connaître ses propres besoins, pour bien cibler ses ressources, c'est fondamental. Il ne faut pas négliger de faire cette étape-là. Prendre le temps de bien les définir, planification stratégique. Une fois que vous savez ça, vous connaissez vos propres besoins. Alors après, ensuite, il s'agit de s'informer auprès des organisations que vous voulez, avec qui vous voulez travailler. Vous devez prendre le temps de comprendre les besoins des organisations avec qui vous voulez travailler, qui fait en sorte que vous pouvez travailler ensemble collectivement. Comprendre les politiques, plans d'action, lois et règlements de la municipalité, documents de planification et plans stratégiques, qui sont leurs élus, qui sont leurs positions et alliances, fonction publique et sa structure. Ensuite, la troisième étape, c'est vous devez élaborer, vous suggérer de mettre en place une démarche que vous pouvez vous adresser aux organisations avec qui vous devez travailler pour user d'influence positive, toujours en faisant preuve d'empathie, selon vos besoins et ceux des organisations sollicitées. Concevoir un plan de match, y aller étape par étape, s'adapter en cours de route. Comment? Une stratégie se prépare d'abord en fonction de variables locales. Vous n'agirez pas de façon tout à fait pareille sur la Côte-Nord que la réalité dans Chaudière-Appalaches ou à Montréal ou peu importe. Vous devez connaître votre culture locale, l'historique, les individus, leur personnalité, l'état de situation, la planification pour l'avenir. Quand je parle de culture locale, c'est que si un ONG a un historique de confrontation avec la municipalité, mais vous n'aurez pas la même approche que si c'est toujours été plus un partenariat général. La prévention, c'est fondamental. Je ne sais pas si j'ai assez en rouge de souligner. Rigueur et professionnalisme. C'est fondamental que quand vous arrivez pour traiter avec les élus et les fonctionnaires, surtout les fonctionnaires, ils n'ont pas juste ça à faire, ils ont beaucoup d'autres dossiers. Donc, quand vous arrivez devant eux, vous devez être extrêmement rigoureux et professionnel, évidemment. Je ne dis pas qu'on ne l'est pas, mais je veux juste mettre l'emphase là-dessus. C'est une condition sine qua non, parce que la rigueur égale la crédibilité, égale la confiance des gens avec qui vous travaillez. C'est la pierre d'assise de votre démarche. Il faut aussi savoir synthétiser. On ne peut pas arriver devant des fonctionnaires qui vous donnent 30 minutes pour une rencontre et déborder à 45 minutes, 1 heure.
Ils vont juste se rappeler de ça, la forme plus que le fond. Donc, c'est important. Il faut aussi également faire preuve, c'est pas suffisant, la rigueur et le professionnalisme. Il faut savoir, ça c'est plusieurs points en vrac, là, mais réseauter et décoder les réseaux informels parce qu'il y a il y a une hiérarchie dans une organisation municipale, mais des fois, il y a d'autres réseaux parallèles. Influencer les influenceurs. Si vous sentez que vous n'êtes pas capable, des fois vous ne pourrez pas vous-même influencer une personne, mais vous pouvez travailler avec d'autres personnes pour travailler avec elles. Négociation, persuasion et compromis. Vous devez vous-même établir la ligne de qu'est-ce qui est possible selon vous pour faire un compromis ou pas. Faire preuve de leadership positif et d'empathie. Comprendre les gens avec qui vous travaillez. Je pense qu'ils ont la même responsabilité que vous. On doit mutuellement se comprendre pour mieux cibler les façons qu'on peut travailler ensemble. Transparence et collaboration, patience, attitude et apparence non verbale. Oui, l'habillement compte quand on se présente devant des élus et des fonctionnaires. C'est l'image qu'on dégage. En politique, il y a la forme et il y a le fond. Les deux sont importants. Anticiper les fenêtres d'opportunité, c'est-à-dire les possibilités qui peuvent venir à vous dans le futur. Communiquer clairement pour éviter des problèmes. J'ai déjà vu des dossiers qui ont mal été simplement parce que les gens ne s'étaient pas entendus. Mais moi aussi, là, des fois, je ne suis pas assez clair ou je ne suis pas assez rigoureux. Il faut s'entendre quand on collabore entre différentes organisations ou entre services municipaux sur les objectifs, les responsabilités, les actions à faire, les suivis, les échéanciers, évaluation, attentes, etc. C'est très important que tout le monde sache question à faire et c'est quoi les attentes. Si vous êtes un intervenant qui est à l'externe d'une ville et que vous envisagez de faire des pressions publiques, moi, ce que je vous suggère, de grâce, s'il vous plaît, faire des démarches en privé d'abord. Parce que autant au niveau politique qu'administratif, excusez-moi, si vous vous devez laisser la chance aux coureurs de répondre et de collaborer avec vous. Ça prend un certain temps. Si vous placez ou garochez sur la place publique, en bon français, un enjeu et une demande et vous mettez de la pression publique sur les intervenants sans avoir fait ça au préalable, il y a des bonnes chances qu'ils vont retenir ça contre vous et que ça va faire ralentir votre dossier et donc le but ne sera pas atteint. Bref, avoir un sens politique, c'est savoir quoi dire, à qui le dire, de la bonne façon, au bon moment. Ce n'est pas ça s'apprend. C'est ce que j'ai peut-être pas pensé dire au début. Regardez, prenez mon exemple. Là, au début, moi, j'étais mécanicien automobile. 6 mois avant les élections de 2009, je savais pas c'était quoi un conseiller municipal. Fait que moi, mon but, c'était de la lutte au changement climatique. Quand j'ai vu comment dans le monde municipal, on pouvait faire ça, fait que je me suis lancé là-dedans. Fait que je suis un bon exemple, je pense humblement, qu'on peut apprendre sur le tas à développer son sens politique et apprendre à naviguer dans la collectivité entre les organisations, dans l'organisation municipale. Et il faut apprendre. La meilleure façon, c'est d'être rigoureux à la base. Je vous cite John F. Kennedy parce que à chaque fois que je fais une présentation, je le sors tout le temps parce que je pense que c'est très pertinent. Bon, la notion de persistance stratégique, c'est le vrai politique. C'est celui ou celle qui sait garder son idéal tout en perdant ses illusions. Dans le cas présent, l'illusion, l'idéal, c'est qu'on va tous se mettre demain matin la lutte au changement climatique et on va investir des millions comme ça du jour au lendemain et on ferait ce qu'on devrait, là. On ferait l'effort de guerre, on s'embarquerait là-dedans à pieds joints et let's go. Je ne pense pas que ça va se produire aussi rapidement que ça devrait. Fait qu'il faut pas garder l'illusion que ça va être facile et que tout le monde va rentrer là-dedans rapidement, mais il faut rester déterminé et stratégique. Il faut garder son idéal, mais perdre ses illusions. Conclusion. Donc, en résumé, les enjeux politiques de l'adaptation au changement climatique et le monde municipal, la gouvernance environnementale, la concertation et la communication, les ressources financières adéquates, l'acceptabilité sociale. Au niveau administratif, la gestion intégrée, la communication et la sensibilisation ici aussi, et la gestion de projet.
le résumé de se développer un sens politique. On vit et on travaille dans un monde politique, qu'on l'aime ou pas. Il y a une expression qui dit, si vous vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. C'est un fait, je vous le confirme. Les organisations et les gens ont des besoins. Il faut savoir les comprendre, il faut savoir être empathique, il faut savoir bien communiquer et s'entendre, travailler ensemble. Je crois que c'est la voie du futur. Il faut identifier les besoins pour pouvoir influencer positivement en 3 grandes étapes stratégiques. Déterminer ses propres besoins, s'informer des besoins des gens avec qui on doit collaborer et influencer, on pourrait dire influencer, on pourrait dire travailler ensemble, là, si on veut. Et ça s'appuie sur rigueur, collaboration, empathie, vision intégrée et détermination. Alors voilà, ça fait le tour. Je vous remercie beaucoup de la présentation. Merci beaucoup, John. Très temps. rafraîchissant, je trouve. C'est disponible pour prendre des mots sur plusieurs choses avec lesquelles on travaille. Qu'on n'est pas nécessairement habitué d'exprimer, comme tout ce qui était la notion de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle quand on est en interrelation avec des partenaires. Je crois que c'est fondamental. Donc, on aurait une dizaine de minutes pour prendre des questions. Je laisserai là, la parole d'abord aux gens dans la salle. Si vous voulez prendre le microphone, vous pouvez aussi lever la main pour signifier que vous aimeriez parler. Je vois qu'Anne Blondelot d'Ouranos est en train d'écrire. On va lui laisser le temps. Parce que moi, il y a mon adresse courriel aussi dans la présentation à la fin. Si les gens veulent besoin de m'écrire aussi par la suite, là, il n'y a pas de problème. Là. Donc, je vais lire la question pour que tout le monde puisse l'entendre. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont sensibiliser les élus? Développer la manière de sensibiliser les élus, moi, ce que je n'ai pas spécifié tout d'abord, c'est ce que j'ai peut-être pas précisé tantôt que j'aurais dû, c'est que je pense que quand que vous voulez sensibiliser les élus, vous devez commencer par sensibiliser d'abord les fonctionnaires qui vont travailler le dossier que vous voulez amener en adaptation au changement climatique, parce que si vous allez vers l'élu et que vous n'avez pas sensibilisé, vous n'avez pas travaillé avec le fonctionnaire avant, le ou la fonctionnaire avant, si l'élu se retourne vers le fonctionnaire et dit « Hey, l'OBV X m'a amené ça, est-ce que tu peux voir si on peut checker, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire là-dessus? » Puis là, si le fonctionnaire se sent pris au dépourvu, ben, ça peut jouer contre vous. Fait que, juste avant de répondre à la question, juste à la base, c'est important de sensibiliser d'abord les fonctionnaires et pas longtemps après, puis il y en a peut-être plusieurs fonctionnaires qui vont vous dire « Bon, mais OK, c'est bien beau que tu m'en parles, mais as-tu parlé de ça à mon élu? » Fait qu'après, le fonctionnaire, allez voir les élus. Mais je pense que si vous êtes un OBV ou madame, je pense que c'est Douranos, mais c'est d'abord, je pense que si vous êtes capable de faire une présentation, c'est une démarche par gradation. Moi, j'irai pas vers un élu immédiatement et dire, on le rencontre, voici, nous sommes l'OBV X, voici notre liste de demandes. Il faut aussi, parce que les OBV, contrairement, peut-être qu'on peut parfois penser, ne sont pas si connus que ça du monde municipal. Ça doit dépendre de la région. Donc, moi, pour la façon de sensibiliser, j'irai par gradation. Si vous n'avez jamais intervenu, vous n'avez rien fait encore auprès des élus, allez-y, avoir vu la fonction publique, allez-y par la notion de est-ce qu'on peut se rencontrer pour mieux se connaître. Voici qui nous sommes l'OBV COGESAF, là, pour ne pas le nommer, c'est le mien. Rencontrer les élus, voici qui nous sommes, voici les priorités qu'on a dans notre bassin versant, et quitte à faire une rencontre simplement sur informative et de laisser une image positive de votre organisation. Et après ça, vous pouvez revenir plus tard quand vous aurez des dossiers précis à travailler. Et je vous dirais qu'aussi un point important, c'est pas la même chose pour tous les élus, mais il y en a plusieurs qui, quand vous voulez les rencontrer, un élu, il y en a pour qui que c'est une question de protocole de travailler, de rencontrer le président ou la présidente de l'OBV. Le président, c'est comme élu à élu, si on veut dire. Ça, il y en a pour qui c'est important. Mais je privilégierais une approche informative au début et après ça, une rencontre sur
les sensibiliser, puis sensibiliser en utilisant des cas concrets dans votre municipalité à vous, des problèmes qui sont vécus chez vous, et pas nécessairement des exemples de... À Drummondville, là, je peux bien sortir des exemples de Montréal si je veux. Ça va dire, ouais, mais ça, c'est Montréal. Puis là, la conversation arrête là parce que ça marche comme pas. Voilà. Donc, merci John. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Parce que moi, j'en aurais une un peu dans le même sens. Tu sais. Parfois, on peut assister à, par exemple, des élus qui sont plus motivés ou mobilisés par la question de l'adaptation au changement climatique que la fonction publique. Puis on comprend bien là, en même temps qu'on doit de faire les choses encore dans le respect là, de la hiérarchie un peu d'une municipalité. Comment là, peut-être être sûr de favoriser là, un passage à l'action pour la municipalité tout en respectant là, la hiérarchie entre, disons, le maire et le directeur général? C'est une bonne question. C'est sûr que l'instance décisionnelle dans une municipalité, c'est le conseil municipal. Excusez-moi, le conseil municipal, entre le conseil municipal et où est-ce que la volonté politique se transfère en termes d'action, c'est entre le maire ou la mairesse et la direction générale. Ça, c'est le point, c'est le pivot, c'est la peinture, si on veut, dans une organisation municipale. Il n'y a pas de solution miracle. Je pense qu'il faut tenter de sensibiliser, tenter de sensibiliser les fonctionnaires d'abord avec des exemples concrets, des solutions. C'est pas juste évidemment de critiquer, c'est d'apporter des exemples concrets dans la municipalité. Si vous avez étudié avant leur planification, si vous comprenez c'est quoi leurs besoins, vous êtes capable de faire des liens entre vous leur démontrer que vous avez compris leurs besoins et que vous proposez des solutions pour aider à y répondre et que vous avez une approche collaborative, ça va aider beaucoup. Puis après ça, ben ça devient une question que après ça vous sensibilisez le politique de la même façon. Puis là vous espérez que entre la mairie et la direction générale, le courant passe et que c'est pas bloqué pour différentes autres raisons pour mettre ça en œuvre. Il n'y a pas bien des secrets, mais de connaître les besoins de la municipalité, de voir que vous connaissez ça, de démontrer que vous connaissez ça, de travailler avec eux, c'est vraiment en ce sens-là. Mais je pense qu'il y a la direction générale de la municipalité, mais il y a toute son équipe en dessous. Un bon ou une bonne directrice générale va se fier à son équipe et beaucoup. Et se travailler avec, mettons, les chargés de projet, des responsables de gestion des cours d'eau, responsables de planification dans les MRC ou tout ça, ça va aider beaucoup à influencer, à monter du bas vers le haut. Là. Parfait. On a une autre question de Louis de l'OBV NEBSL. Certaines administrations sont sont très en fait conservatrices et peu collaboratives, des ingénieurs en travaux publics. Par exemple, avez-vous un conseil à leur donner pour favoriser là, une première approche auprès de ces experts, de ces services? Ben, c'est souvent ça c'est un OBV, de fond, comme je disais tantôt, sont pas très connus et ils sont peut-être pas, dans certains cas, pas connus du tout. Mais si vous êtes capable d'une première étape, sans mettre de pression, de faire une rencontre à caractère informatif. Souvent, les fonctionnaires vont s'attendre, ou des élus vont s'attendre à, bon, c'est un OBNL ou un ONG, ils vont s'attendre à avoir des demandes ou à avoir des pressions, où ils vont penser que ils n'ont pas la compétence nécessaire pour répondre aux enjeux qu'on a. Fait que si vous vous demandez une rencontre à titre informatif pour vous présenter, pour expliquer les compétences que vous avez, le réseau national sur lequel vous vous appuyez, que vous comprenez leur réalité et que vous proposez des solutions, des pistes de solutions constructives, que vous voulez travailler ensemble, c'est la base. Il faut établir une bonne fondation dans la relation. Vous voulez développer dans le sentiment une relation avec les administrations concernées. Donc, il faut prendre le temps de bien construire cette relation-là. D'abord, même sans traiter quasiment les enjeux, pour développer des relations avec ces personnes-là constructives. Qu'est-ce que nos BV, notamment nos compétences? Oui, mais ça part de la base, parce que c'est surprenamment pas très connu. C'est la même chose pour les creux.
C'est pas très connu du monde municipal, à part peut-être dans les plus grandes villes. Mais des fois, les municipalités, ils ont peur, ils ont un préjugé. Ils ont carrément des préjugés envers les OBV, envers les creux. C'est pas juste les OBV, là. Et faut déconstruire ce préjugé-là. Là. Donc, une autre question de Pierre-Marc d'OBVRLI. Après une rencontre constructive avec le conseil municipal et les employés clés, comment favoriser le passage de l'intérêt envers les dossiers présentés et la mise en œuvre d'actions? Des suivis fréquents, par exemple, ou des projets clés en main? Donc, comment favoriser? Ben là, ça va dépendre de, comme je disais, j'avais une diapositive, je ne sais pas si je peux y retourner. Ouais, attends un petit peu. Ça touche un peu à cette diapositive-là, c'est-à-dire que quand vous avez fait une rencontre avec des personnes clés dans une organisation, si vous voulez passer à la mise en œuvre, ben là, faut s'entendre un peu, faut formuler des demandes pour si vous développer des projets. C'est l'approche par projet pilote aussi, là, par ailleurs, là, qui peut être gagnante, de faire qui met moins de pression sur les fonctionnaires et qui permet d'évaluer des choses et qui met un pied dans la porte par le fait même, ça c'est important. Mais faut s'entendre sur faut avoir une première rencontre informative, mais après ça, des rencontres, si vous voulez présenter des dossiers, des demandes plus claires, bien, vous devez vous entendre sur est-ce qu'on est d'accord pour c'est une question de communication, est-ce qu'on est d'accord pour travailler là-dessus ensemble? Si oui, quelles sont les pistes qu'on pourrait utiliser, quels sont nos objectifs, qui est responsable de quoi, c'est quoi l'échéancier qu'on se donne, quand est-ce qu'on peut se relancer, tout ça présenté de façon constructive. Fait que c'est vraiment, faut assurer un suivi, faut talonner les gens, mais pas trop, là. Quand je dis talonner, c'est péjoratif un peu, mais c'est de suivre et de dire, quand on quitte la rencontre informative au début, bon, ben, si vous voulez bien, mais on pourrait en parler dans 1, 2, 3 mois. Et on pourrait vous revenir avec des propositions qu'on pourrait vous présenter. C'est de construire graduellement la relation qui vient à faire en sorte qu'on met le pied dans la porte et que on peut Parfait. Peut-être la dernière question là, de Delphine de l'Église d'Agir Masquinongé. Est-ce que certains indicateurs mesurables vous semblent plus particulièrement intéressants là, pour montrer l'intérêt de l'adaptation au changement climatique? Tu as donné, je crois, plutôt l'exemple des débordements du réseau pluvial. Est-ce qu'il y en a d'autres qui parlent plus à une municipalité? Ben, ça, c'est très technique. Donc, oui, le nombre, parce que chez nous, j'ai des conseillers municipaux, conseillers et conseillères dans des quartiers partout en ville. Ils sont zéro sensibilisés. Ben, c'est pas c'est pas des spécialistes en environnement ou en lutte au changement climatique, mais ce qu'ils savent, c'est que le téléphone sonne chez eux après chaque grosse pluie, des pluies intenses qu'on a, parce que maintenant, ça se dit, on a des pluies de récurrence centenaire aux 2-3 ans là, chez nous. Ce qu'ils savent, c'est qu'il y a des gens qui ont des refoulements d'égouts dans leur sous-sol. Puis il y en a beaucoup. Fait que faut présenter comme indicateur, là, je dirais que le nombre de refoulements, ben ça, c'est pas évident pour vous à savoir parce que les gens vont interpeller la ville. Si vous êtes capable d'avoir des données pluviométriques, le nombre le type d'averse, le type de récurrence, les récurrences 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais s'il y en a plusieurs qui arrivent, 2 pluies de 20 ans en 1 an, c'est pas normal. Il faut être capable de présenter cette situation-là. C'est un indicateur qui peut, encore là, c'est de la pluviométrie. Je ne sais pas si tout le monde a accès à ça. Et ce sens-là, mais les refoulements d'égouts, les données pluviométriques, un peu, il y a aussi un peu, vous pouvez répertorier des commentaires que les gens que vous entendez, si vous percevez c'est plus du qualitatif, mais si vous percevez dans la communauté que les gens ont de plus en plus de commentaires, des articles. Ce qui interpelle souvent directement là, les services de base des municipalités, j'imagine, autant dans les infrastructures qu'elles offrent que dans comme l'approvisionnement en eau potable, par exemple. Oui, c'est ça. Cette année aussi, il y a eu le nombre de. C'est ça, excusez-moi Marc-André, le nombre de canicules, le nombre d'épisodes de grande chaleur qu'il y a eu cet été, le nombre de. Qu'on a eu chez nous, là, on a eu des inondations là, au mois de janvier. c'est pas tout à fait normal. Le nombre de périodes de gel-dégel pendant l'hiver. Les 2 derniers hivers, on a eu entre 5 et 7 épisodes de gel-dégel chez nous.
ça a un coût, ça a un impact très grand sur les infrastructures, dont la chaussée. Si vous êtes capable d'enregistrer ces données-là pour monter un portrait, ça peut vous aider. Parfait. Ben, merci beaucoup, John. Je crois que ça fait un peu le tour. On a eu d'une durée qu'on voulait. J'invite donc tous les gens qui ont plus de questions à contacter John via son adresse courriel indiquée ici à l'écran. Également, si vous souhaitez vous abonner à l'Infolette Résalliance, à consulter notre chaîne YouTube où on va déposer ce webinaire une fois enregistré. Les liens sont à votre gauche. Vous pouvez aussi vous inscrire au prochain webinaire qui sera cette fois-ci donné par Mireille Chalifour et Valérie Delisle-Gagnon j'espère ne pas m'être trompé, de l'OBV Matapédia Restigouche. Ce prochain webinaire aura lieu en novembre, mais je ne me souviens plus de la date exacte. Aussi, si vous voulez avoir accès au PDF de cette présentation, vous pouvez y avoir accès en bas à gauche dans la section Fichiers. Donc, merci beaucoup, John. Et bonne fin de journée et bon appétit à tous.